Hey, salut tout le monde, c'est Phil pour la revue 100% Chasse-Pêche, le podcast avec la revue 100% Chasse-Pêche qui, en passant, est complètement gratuite. Comment ça va, Louis, ce soir? Ça va super bien, mais un peu comme tous les marchands au Québec, on embarque dans la folie Ouais. des salines. Là, ça s'en vient le fun, là. C'est ça, exactement. Puis on a décidé d'être timely un petit peu là-dedans parce que tout le monde, justement, va aller aux événements des différents marchands au Québec Ouais. pour acheter leurs produits, pour faire leurs salines. On a tout hâte d'aller dans le bois. Là, Ben justement, chez nous, à ma boutique, on est là-dedans, les événements salines. Tu sais, là, les clients commencent à rentrer. Bon, cette année, c'est quoi que je mets? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais placer ma saline? Là, je suis mieux de mettre un bloc, deux blocs. Fait que, tu sais, on est vraiment là-dedans, là, ces semaines-ci, là. Puis moi, je trouvais important parce qu'il y a beaucoup de gens qui investissent énormément d'argent dans les salines. Puis c'est Ouais. super, j'ai pas de problème avec ça. Mais avant de parler d'acheter des produits, l'élément le plus important, Philippe, c'est de savoir où tu vas la faire, ta foutue saline. Où on va la faire, puis qu'elle va amener du résultat. Exactement, c'est ça, là, parce que des fois, on va utiliser des produits, puis on dit, hey, maudit, ça marche pas pendant tous ces produits-là. Ouais, c'est peut-être pas les produits qui marchent pas, c'est peut-être le positionnement que tu as décidé qui valait pas grand-chose. Fait qu'à ce niveau-là, on a un invité, un collaborateur du magazine 100% Chasse-Pêche qu'on va vous présenter tantôt. Mais avant ça, juste pour vous titiller, on voulait vous montrer deux petits bocs qui viennent à une de ces salines. Checkez Vous ça, montrer gars. qu'ils connaissent ça un peu. C'est assez capoté, hein? Checker ça, les deux gros bocs, là. Moi, je sais où ils sont filmés, Ah ouais? puis je peux vous dire que ça se peut que j'aille chasser pas loin. Ben voyons. En tout cas, regarde, on n'en dira pas plus que ça, on découvrira ça plus tard, là. Mais c'est des méchants beaux bocs. Sérieux, là, pis c'est deux matures, là, écoute, un ou l'autre, ça... Pis c'est spécial à dire. Avant la chasse, vu, ces deux blocs-là sont ensemble. Puis ce qui est Exact. encore plus surprenant, c'est que, gars, ils sont en avant d'un bloc de sel ensemble. C'est On dit des fois, les orignaux matures, ça vient qu'à apprendre, puis ça va essayer de contourner les salines, mais tu vois, regarde, ils sont drettes Ouais, dedans, puis exactement. Bon positionnement. ouais, bon positionnement. Exact. Fait que la gang, à soir, on accueille notre ami P.A. Tremblay, qui est, écoute, c'est, à mon avis, moi je le connais d'avant 100% parce qu'on a déjà collaboré ensemble. Puis P.A., c'est vraiment un maniaque d'orignal, fait qu'on l'accueille à l'instant. Salut P.A., comment ça va? Yes, salut les boys. Ouais, ça va super bien. Je suis bien content d'être là. Je suis excité. J'espère que ça va bien vous aussi. Moi, Yeah. PA, je me suis considère tout le temps, moi depuis ça fait quand même une vingtaine d'années que je suis dans le domaine, puis je me considère comme un découvreur de talent au niveau de tous les gens qui écrivent dans les magazines. Tu sais, là. Puis PA, moi, ça faisait longtemps que je le suivais, puis je trouvais qu'il était dynamique, c'est un gars excessivement intelligent, analytique. Il va jamais avancer des choses sans avoir lu des études, des choses comme ça. Sans avoir une vidéo à l'appui. Exactement. Puis, j'ai déjà dit dans le passé que PA, moi, il était dans mon top 3 de ce qu'il y avait de personnes les plus compétentes, malgré son jeune âge, là, au Québec au niveau de l'orignal. Puis, je réitère ça ce soir sans aucun problème. Fermeture de la parenthèse. Merci Louis, c'est gentil, je l'apprécie. C'est good, c'est le fun ça. Hey, PA, tu as écrit ce qu'on veut faire, parce que c'est ça qu'on disait un peu, les podcasts qu'on voulait faire de 100% chasse-pêche. Entre autres, là, souvent, on voulait revenir sur des articles qui étaient passés dans le magazine. Puis ce soir, le timing est très bon pour revenir sur un article que tu as pondu, toi, en avril 2022. Puis c'est important de savoir, pour que les gens qui nous écoutent, là, tous les articles qu'on a produits, tous les magazines qu'on a produits sont disponibles en ligne, puis c'est gratuit. Fait que si vous vous êtes pas abonné au magazine 100% Chasse-Pêche, abonnez-vous, vous allez chercher la revue Avril 22, l'article de PA est là, vous êtes capable de la lire, en plus de ben d'autres contenus. Puis je le répète encore, c'est 100% gratuit, donc t'as pas le choix de t'abonner. Exactement. Dans cet article-là, tu parlais de l'importance justement du... On fait pas une saline là, selon nos humeurs, puis ça va être le plus facile de promener nos blocs de sel à telle place, ici et ça. Il y a des critères spécifiques que toi, avec l'expérience que tu as, qui t'a amené, autrement dit, à décider, ben gars, oui, c'est tel critère, tel critère, tel critère qui est important pour arriver à déterminer mon choix. J'aimerais ça que tu nous introduises justement à ce niveau-là. Yes, parfait. Ben, encore une fois, merci beaucoup de me donner l'opportunité de pouvoir m'exprimer à ce sujet-là. Une saline, la première chose, puis j'en parle dans l'article, là, je me rappelle, je ne l'ai pas relu dernièrement, mais je me rappelle très bien de ce que j'ai parlé, parce que je répète toujours pas mal les mêmes choses aux chasseurs. C'est qu'en premier lieu, il faut qu'on cible c'est quoi l'objectif
que vous avez. Je veux dire, faire une saline pour faire une saline, voulez-vous observer une femelle lécher le bloc de sel avec un veau? Voulez-vous chasser à votre saline? Dans quelle période allez-vous chasser? C'est quoi votre objectif? Ça, c'est le premier critère. Faire une saline sans savoir qu'est-ce qu'on va faire avec, ça ne fonctionne pas. Ok. Ça, c'est évidemment, excusez-moi, c'est le premier critère. Après ça, ben, à partir de là, ben, le deuxième critère le plus important, c'est la localisation. Et il y a plusieurs choses à analyser dans la localisation. Donc, exemple que moi, dans ma majorité des cas, quand je fais une saline, mon but de ma saline, c'est qu'exemple, une journée qui fait moins beau, une journée qui vente beaucoup, une journée qui est peut-être plus difficile de me promener, ou même si je veux positionner un de mes chasseurs qui chasse avec moi, ben, je peux dire, va à ma saline, faire une station de call. Une saline, je compare ça un peu comme un point de convergence. Il y a plein d'odeurs, il y a plein de sentiers, puis quand c'est bien localisé, ben, si vous êtes dans un endroit, pas nécessairement un endroit de route, mais dans un endroit où l'automne, il y a des circulations parce que l'habitat il est propice, il va toujours finir par avoir, à un moment donné, un orignal, il va finir par passer par là, puis vous allez caler, puis à un moment donné, il va vous entendre, puis il va venir voir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est une bonne Pour moi, je trouve qu'une saline, dans mon cas à moi, j'essaie le plus possible de les localiser pour ça. Donc, si on y va sur cet ordre d'idées-là, bien, moi, ce que je vais toujours prioriser, c'est premièrement où ce que les orignaux vont passer déjà naturellement. Donc, si vous faites une saline dans un endroit où ce que l'orignal passe déjà naturellement, vous venez d'augmenter vos chances d'avoir de l'action là fois 1000. Donc, ce genre d'endroit-là, c'est souvent des passages obligés, exemple, des secteurs où il y a des passages obligés. Par la morphologie du terrain, la topographie. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là pour les chasseurs, pour que ça fasse peut-être plus de sens? C'est, dans votre secteur, vous avez souvent des endroits, vous avez comme pas des crans, mais des endroits plus abrupts, vous allez avoir des coulées, vous allez avoir des transitions de peuplement. Ça va être souvent dans ces secteurs-là où les orignaux vont transiger. Je parle des points de convergence. Là. Donc, ça va être souvent des secteurs où l'orignal en passant, je change un petit peu, même si c'est très opportuniste, je recherche souvent la facilité. Il ne faut pas oublier qu'eux, c'est comme nous autres. Puis je vais rajouter à ça, c'est que l'humain, nous au moins, on a accès à de la nourriture facilement ici au Canada, puis dans bien d'autres pays. Mais l'orignal, lui, c'est une question de survie. C'est toujours une question de minimiser la dépense énergétique. L'effort. Donc, c'est sûr que s'il peut sauver un X nombre de calories pour faire des déplacements, c'est sûr qu'il va prioriser certains endroits. Donc, prioriser toujours par la morphologie du terrain, la topographie, avoir une bonne aire nourricière à proximité. Puis moi, personnellement, vous le voyez sur mes caméras, je mets toujours ça dans des endroits frais, des endroits humides. Non pas parce que les orignaux vont nécessairement juste se coucher là, c'est juste que les orignaux adorent les milieux humides. Puis moi, je trouve que c'est des secteurs propices à ça. Je trouve souvent un bon secteur nourricier à proximité. Je me cherche un endroit qui est planche, soit une coulée ou même, moi, c'est souvent dans des flancs de montagne ou sur un top, ça dépend toujours, là. Mais pas près d'un nid d'amour. Toujours, je le mets toujours un peu à l'écart de ça. Ça peut être environ 500-600 mètres de là. Je vais placer ma saline là. Puis il va souvent avoir déjà des sentiers naturellement ou vraiment des signes évidents d'orignaux qui passent. Moi, je vais toujours mes salines dans ces genres d'endroits-là. Puis toujours près d'une aire nourricière. Puis normalement, ça porte fruit. Ça marche pas mal tout le temps. Oui, vas-y. Es-tu d'accord avec moi, PA, que tu vas avoir des salines qui vont marcher davantage le printemps, puis souvent sont délaissées l'automne et vice-versa? 100%, je suis d'accord avec toi. En fait, l'orignal, on dit souvent qu'un orignal, c'est territorial. Mais un orignal, c'est pas territorial. Un orignal, ça choisit son habitat selon la période qui est dans l'année. Donc, le territoire qu'il occupe au printemps, c'est pour ses besoins actuels en cette période-là en alimentation. Mais l'automne, on le sait très bien que les besoins alimentaires ne sont pas les mêmes qu'au printemps. Donc, les essences, c'est différent ce qu'ils vont consommer comme nourriture. Donc, évidemment, ce que tu mentionnes là, c'est un très bon point. Chaque période sont propices à un type de secteur, évidemment. Donc, ta saline, si tu veux que ça soit propice pour l'automne, il faut que tu cibles un habitat propice pour l'automne. C'est bon. Est-ce que tu fais une distinction entre, justement, un territoire comme moi, en Mauricie, ce que je chasse, 90% de mon territoire, j'ai absolument aucun bûcher. Comment tu vas attaquer ça pour trouver l'endroit le plus propice pour faire ta saline versus un endroit où il y a des bûchers? Je comprends. Ta question est excellente. Ce qu'il faut, premièrement, cibler dans un secteur, les secteurs les plus compliqués, oui, c'est probablement un secteur comme le tien, c'est que tu as un habitat équilibré. C'est que tu n'as pas vraiment une faiblesse précise ou un point fort précis. Ouais. Il y a de la bouffe partout, tu as des bons habitats partout. Ce qu'il faut que tu trouves, bien souvent, c'est en fait, ce que je dis tout le temps aux gens, c'est que l'orignal, c'est
recherche c'est quoi que tu as le plus faible dans ton secteur. Si tu as des montagnes giga abruptes partout, trouve les rares plateaux que tu as dans ton secteur avec un habitat propice, va là, c'est sûr qu'ils vont être là. OK. Tu as un secteur qui est du résineux à grandeur, va où tu as du feuillu, qui a un bel habitat pour l'orignal de l'automne, ton orignal, il va être là. Puis si tu as un habitat de feuillu à grandeur, trouve tes rares aires de repos, va-t'en là, c'est sûr que tes orignaux vont être là. Et si tu as un habitat équilibré, c'est souvent là que c'est un petit peu plus compliqué. Puis quand je dis que c'est un peu plus compliqué, c'est pas impossible, mais ça va souvent nécessiter peut-être plus de temps sur le terrain et d'analyse, surtout dans des secteurs où il y a des plus basses densités parce que les orignaux sont plus difficiles à localiser. Il faut souvent que tu localises le petit habitat plus, parce que l'orignal va toujours rechercher l'habitat plus, surtout dans des basses densités. Il n'y a pas de compétition sur le terrain. C'est exemple que tu as un orignal aux 10 km², on s'entend, là. Dans 5 km², tu en as 10. Là. Fait que l'orignal va toujours aller dans ces habitats-là où tu as le meilleur habitat qui se démarque le plus des autres. Fait que si tu es dans la forêt mature à grandeur, puis tu arrives dans une place, puis tu as un beau flanc de montagne que là, il y a eu un chablis plus récemment dans les dernières années, puis il y a de la nourriture, puis il n'y a pas trop d'arbres trombateurs, il n'y a pas trop d'arbres renversés, puis tu t'en vas là-dedans où il y a eu de la tordeuse, puis il y a de la nouvelle repousse. Bien souvent, ces secteurs nourriciers-là vont être peut-être même meilleurs que des endroits où il y a du sous-étage depuis bien des années. C'est de nouvelles tiges, les orignaux vont privilégier ça. Donc, c'est toujours essayer de cibler, puis c'est du essai-erreur, évidemment. Ben oui, mais il n'y a pas de recette miracle, on s'entend. C'est du travail sur le terrain. Mais avec l'expérience que tu as, PA, là, parce que moi, j'ai lu ton article, là, comme je disais tantôt, puis je sais que les 3 points, c'est trouver de l'eau, trouver un secteur nourricier, puis l'aire de repos. Le plus à proximité possible des 3 d'eux autres. Mais, je veux dire, si tu as ces composantes-là, un peu, je veux dire, le trio, disons, appelez-le de même, là, à plusieurs endroits, c'est sur ton territoire, c'est quoi la proximité des 3, autrement dit, qu'il faut que tu ailles, là, que là, l'élément déclencheur est là, puis tu disais, oui, si en dedans de X 100 mètres, exemple, en chaque chose, t'as-tu vu une corrélation à ce niveau-là, quelque chose? C'est une bonne question, je trouve ça vraiment intéressant. Je me suis jamais, par exemple, penché sur vraiment la distance, puis corroboré pour voir si un secteur qui était plus meilleur que l'autre par rapport à la distance entre eux. Par contre, ce que je fais, c'est que je vais aller les voir, puis je vais aller les voir. Si je sais qu'exemple, j'ai 2 sites potentiels, je vais aller les voir. Je vais regarder, OK, bon, les signes, qu'est-ce que ça me dit? Est-ce que j'ai plus de sentiers là? Est-ce que j'ai plus d'actions là? Est-ce que j'ai plus... Je vais vraiment avec la présence de signes évidents. Puis à partir de ça, je vais m'adapter. Mais c'est sûr qu'au préalable, on fait l'analyse sur carte, mais après, on est obligé d'aller sur le terrain. Puis je vais vraiment élaborer à partir de ce que je vois comme signe sur le terrain. Parce que parfois, ça peut arriver que sur papier, on arrive là, puis on dit, on a tous les éléments, c'est parfait. On arrive là, il n'y a rien. Puis là, tu arrives à l'autre place, puis finalement, ça se passe là. Des fois, c'est juste une question. Peut-être qu'ils sont plus tranquilles à cet endroit-là. Peut-être que les tiges, la nourriture, c'est de meilleure qualité. Peut-être qu'il y a des meilleures tiges annuelles. Il y a plein de facteurs qu'on ne contrôle pas, en fait. Fait que c'est beaucoup. Vous avez plusieurs habitats propices, ben allez les voir. Si vous avez plusieurs secteurs qui ont toutes les mêmes compounds ou les mêmes composantes, ben allez les voir, puis vous voyez vraiment c'est lesquels, puis installez ça où c'est le meilleur, où c'est le plus de signes évidents. Justement, ça me fait penser, parce qu'à la boutique, moi je le vis, des fois il y a des gars qui arrivent, hey, j'ai trouvé comme 2-3 spots où ce que je pourrais faire ma saline, mais là je le sais comme pas trop où la faire. Mais moi, ce que je conseille l'année 1, c'est que si tu as 3 spots, 3 endroits sur ton territoire que tu as identifiés, mais rien t'empêche de mettre des blocs aux 3 endroits, tu mets des Kodak, puis au bout de ton année, tu vas voir lequel qui est le plus productif, puis après ça, ben, tu cancelles ceux qui marchent moins bien, tu gardes le meilleur, puis le tour est joué aussi. Là. Excellent truc aussi, Phil. Si les chasseurs sont prêts à investir justement l'argent pour ça, au final, un bloc de sel, on s'entend, il n'y a pas personne qui va faire un prêt hypothécaire pour ça. Ça se fait quand même bien. Puis PA, souvent, ça, c'est de quoi qui m'est amené à boutique, puis je le vis parce que par chez nous, on a beaucoup de bûchers. Ça m'arrive souvent que j'ai des clients qui vont mettre le bloc à 100 à 150 mètres dans le milieu du bûcher. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben, c'est curieux, je vous dirais. On a tendance à rire de ça. Ben, je vais vous dire quelque chose par rapport à ça qui va dans la même ordre d'idée.
c'est que les chasseurs, ils vont toujours mettre leur saline, ils vont toujours installer leur cache, ils vont toujours aller chasser où ce qu'eux veulent voir l'orignal, mais jamais où ce que leur voudrait que l'orignal y soit. Tu sais, là, ça, c'est le premier point. Là, les gens, ils disent, hey, ça va être beau aussi, imagine-toi, mais que le bas qui sort dans le bûcher, il va venir en plein milieu du bûcher. Ben oui, mon homme, toute l'été, tu vas le voir, il va être là au bloc de sel, puis il va licher, puis mec qui arrive à l'automne, il va répondre, puis mec qui arrive à 200 pieds de la bande du bois, ben il va arrêter là, puis il va attendre. Ouais. Puis là, ben, oui, vas-y, ouais, je pense ben, que c'est tu un peu, moi je fais une corrélation avec la chasse à l'ours, là. Autant l'ours que l'orignal, là, il faut que les gens comprennent que en 2 enjambées, il faut que ton gibier soit capable de se cacher. Faut qu'il y ait un point de fuite. Il faut que tu sois un point de fuite très proche, sinon à la minute qu'il va y avoir de la pression de chasse moindrement, comme tu dis, il ne sera plus là, là. Oubliez ça, vous perdez votre temps. Non. Exactement. Puis, regarde, je vais juste y aller avec un exemple typique. Les endroits, les endroits où il y a eu des brûlés, là, des brûlés partiels, exemple, qu'il y a des grandes superficies bouchées. Là. Les orignaux, c'est les endroits les plus faciles. Tantôt, je parlais de faiblesse, d'exploiter les forces et les faiblesses. Dans le brûlé, à moyen terme, ça devient le point fort du secteur, c'est la nourriture, puis son point faible, c'est les heures de repos, puis des heures de forêt mature. Les orignaux vont être où, si vous avez 15 km² de brûlé là, en partiel, le secteur où il va avoir le plus de forêt mature, avec un habitat propice, puis avec de la nourriture près, c'est sûr que les orignaux vont tous être regroupés là, toute la gang. Des fois, des petits îlots, là, ici et là, des petits îlots qui n'ont pas brûlé, justement, ça peut être productif, ça. Ouais, ben oui, c'est ça, exact. Quand tu as des îlots, exemple de, je sais pas, 400 mètres carrés ou des affaires comme ça, puis après ça, tu sais, quand ils ont souvent aussi des lignes de régénération, ben souvent, ils repoussent des arbres plus hauts, ils suivent ces lignes-là, puis ils se faufilent à travers ça. Ben, je vais faire un parallèle avec les salines, c'est la même affaire. Là. Ce que tu viens de mentionner, Louis, c'est ça. Allez juste marcher dans une savane. Là. Les trails, est-ce qu'ils sont en plein milieu de la savane ou sont dans les bordures? C'est toujours dans les bordures. Un orignal, c'est une... Ça longe toujours. Un orignal, c'est une proie. Je veux dire, il est en mode survie. Il faut toujours garder ça en tête. Mais, comme je dis, ça peut être surprenant. On peut faire une saline en plein milieu, là, puis des gars qui peuvent poser des cheptels incroyables, puis ils peuvent avoir des photos puis des vidéos incroyables. Je ne le nie pas. Mais idéalement, toujours être à proximité d'un couvert forestier, c'est sûr qu'on maximise nos chances de succès. Au niveau de ton positionnement des salines, tu parles énormément de dénudés humides. Tu as fait beaucoup de tests avant d'arriver à cette conclusion-là. Comment tu en es arrivé, autrement dit, à avoir des résultats quand même impressionnants dans ce type d'habitat-là? Oui. Ben, au départ, on se rappelle toujours des grands-pères, avec les grands baies de foin, les lacs, là, puis les savanes. Puis, ben, moi, au départ, on cherchait, j'étais vraiment, vraiment, vraiment plus jeune que je suis là. J'étais avec mon père, puis on chassait souvent dans les savanes. Puis, je voyais souvent qu'il y avait des traces, tout ça. Puis, à un moment donné, on a commencé, on a fait une saline. Puis, elle était vraiment bien localisée. Là. Il y avait un fond de bûcher, justement. C'est une de mes très bonnes salines qui est très productive, que je mets beaucoup de vidéos sur ma page. On est arrivé là en 2011. En tout cas, bref, on avait vraiment bien inconsciemment placé la saline. Puis, ça a été incroyable, là, cette saline-là. On parle de territoire public environ à 4 orignaux du kilomètre carré. C'est sûr que l'habitat est hyper propice. Les bandes de bois, les coupes forestières, tout est fait en fonction pour que les orignaux passent par là. Après la chasse, normalement, post-chasse en novembre, entre octobre jusqu'en décembre, poser 30 orignaux différents, c'est pas rare. Puis quand je dis 30, pourquoi je fais ce calcul-là? C'est que je peux poser entre 10 à 13 mâles différents, puis le secteur a nettement plus de femelles que de mâles. Okay. J'étais capable de différencier entre 3 à 5 veaux différents. Déjà, on est rendu, exemple, entre 15 et 18 orignaux. Rajoute un nombre de femelles à ça, je suis nettement à 30 orignaux et plus, là, différents de poser. Mais ils ne se tiennent pas dans une distance d'1 kilomètre carré, on s'entend. Ils se tiennent sur une plus grande distance. Mais c'est juste pour dire qu'une saline vraiment bien placée, là, dans un dénudé humide. Puis pourquoi j'aime ces dénudés humides-là? Parce qu'il faut que je revienne à ta question. C'est que ces dénudés humides-là, ce que j'ai remarqué, c'est que les orignaux, ils aiment ça passer là. Puis on dit qu'ils aiment la mousse, tout ça. Puis j'ai remarqué aussi qu'ils vont souvent suctionner l'eau dans la savane. On pense qu'ils ont besoin d'un trou d'eau, là, mais ils prennent avec leur gueule, dans la mousse, ils sont capables d'absorber l'eau. J'ai déjà posé une femelle à ma saline, puis elle est penchée, puis j'entends le bruit de la succion dans la mousse. Je dis en plus à mon père, mais il n'y a pas d'eau, là, c'est de la mousse. Ils sont capables de suctionner l'eau de la mousse. C'est fou raide, hein? Non. C'est capoté. Puis c'est ça, il y a vraiment une question que l'orignal aime transiger là-dedans. C'est frais aussi. Donc, moi, c'est des milieux que j'ai expérimentés au fil du temps. Puis, je me suis rendu compte que j'avais énormément de succès quand c'était un dénudé humide bien placé.
Puis depuis ce temps-là, je continue à les utiliser. Mais là, maintenant, je ne fais plus vraiment de saline là-dedans. Je les utilise pour mes caméras, mais ça va être un Ouais, on sujet va en qu'on va parler aborder tantôt, ça. ultérieurement. C'est ça, exactement. Ce que je voudrais savoir, PA, c'est beau. Les gens vont partir dans le bois dans les prochaines semaines pour aller. C'est quand ta période que tu vas sillonner tes habitats, c'est au printemps, c'est ça? Moi, je fais ça durant l'hiver, Durant là, l'hiver, sur les carrément? cartes au préalable. OK. Ouais, ouais. Je fais ça sur carte l'hiver. Après ça, je rentre sur le terrain dans le bois, je m'en vais les marcher, je m'en vais voir ça. OK, Je place oui, mes c'est ça. salines. Tu as fait ton C'est ça. analyse, autrement dit, sur carte. Quel type de carte tu utilises? Je prends forêt ouverte les données gouvernementales qui sont libres et publiques pour tout le monde. Là. Il y a C'est beaucoup mon d'infos outil de sur ça travail. travaille super bien pour vrai. Là. C'est révolutionnaire. On n'a plus besoin de passer par des sites de cartographie. Là. Fait que c'est OK. vraiment cool. C'est vraiment cool. Fait que toutes les personnes qui ne connaissent pas ça, en plus, le ministère a fait des vidéos gratuites qui sont disponibles sur YouTube, que vous pouvez aller voir comment utiliser forêt ouverte. Vous pouvez même faire vos propres cartes en plus géo-référencées, mettre ça dans la Map, là, c'est capoté. Mais tu vois, tantôt, Ouais. justement, je t'en parlais. Ben oui, Moi, c'est ça. c'est de quoi que je fais, là, que quand je vais marcher des spots de chasse, ben, je crée ma carte, je suis capable de me mettre mes points, mes sentiers, tout ça. Je switch ça sur Avenza, Ouais. puis tu as ton outil, tu as ta carte que tu veux, que tu prépares d'avance. C'est merveilleux, là, pour vrai. Là. C'est révolutionnaire. On n'aurait pas pensé qu'on aurait pu faire ça il y a 10 ans. Hein? C'est fou, là. Ouais, Pour exact. trouver plus de signes possibles, tu y vas avant la poussée des feuilles? Moi, honnêtement, je vais peut-être en surprendre plusieurs. Pour l'automne, j'haïs ça, prospecter le mois de mai. C'est la période que j'ai le plus pour prospecter. Les gens vont dire, ah ouais, mais crème, on voit bien. Oui, on voit bien, mais ce que je n'aime pas, c'est que je me rends compte que bien souvent, on voit comme des passages de l'hiver. Tu sais, on dirait que le sol est encore tapé, puis on voit souvent ça. Puis là, il y a beaucoup de gens qui confondent des signes, tout OK. ça. Puis, en tout cas, moi, je n'aime pas cette période-là. Ma période préférée, moi, pour prospecter l'Orient, là, pour des secteurs que je vais chasser, moi, c'est le mois d'août. J'adore le mois d'août. OK. Tu rentres dans le secteur. C'est sûr que les frotter parfois sur les épinettes, surtout là, dans les savanes, là, il y a beaucoup d'exposition au soleil, ça sèche rapidement à l'arbre. On a l'impression que ça date de 4 ans, mais des fois, ça date de juste d'1 an. Là. Puis les feuilles, parfois, peuvent être un petit peu plus difficiles à voir. Mais moi, je trouve que les signes sont tellement évidents de l'année actuelle. Là. Tout ce qui est broutage, les trails. Il y a des trails au mois de mai, là, tu passes là, tu sais même pas qu'il y a une trail, tu retournes au mois d'août, c'est labouré bord en bord, c'est tapé. Là. Fait que c'est pour ça que moi, je n'aime pas les prospecter au mois de mai, parce que je ne vois pas bien les sentiers, tandis qu'au mois d'août, je vois vraiment l'action live qui se passe dans le secteur. Puis quand même que la souille, il y aura un pouce de mousse ou un peu plus de feuilles dedans, je vais avoir pareil la souille. Là, c'est juste que faut plus savoir où est-ce qu'on s'enligne, puis savoir exactement où est-ce qu'on s'en va. C'est pour voir les signes. Là, si on rapporte ça à une saline, on s'entend, là, aller voir ça. C'est sûr que là, pour une saline, aller au mois d'août, c'est peut-être pas l'idéal là, pour le monde qui va se faire des salines. Mais pour quelqu'un au mois de mai qui va aller voir une saline, pour savoir aller faire une saline, ben, c'est sûr qu'effectivement, voir les signes des années antérieures, ben, tu sais, des fois, vous voyez un secteur de route, ben, vous dites, bon, gars, je ne ferai pas ma saline dans le secteur de route, mais gars, j'ai un bel habitat à peu près à 400 mètres de là. Bon, mais parfait, je vais faire ma saline à proximité de là, il y a un sentier qui passe par là, bon, mais parfait, ben, gars, je fais ma saline là. Exact. Bon. C'est ça. Puis même au mois de juin, en passant des salines, là, c'est pas grave si vous faites une saline au mois de juin, puis même au mois de juillet, Il n'est jamais fonctionner trop tard pour faire une saline. Jamais, jamais, jamais. Jamais trop tard, exactement. Au niveau du salines, on n'a pas fait le tour. Moi, c'est l'autre sujet qui m'intrigue encore plus, là. Parce que, je le sais, quand on parle ensemble au téléphone, on peut parler 2 heures. Fait que là, il faut se limiter. Oui. L'autre sujet qu'on voulait aborder, puis qui me fait capoter, là, de ton vécu, c'est les vidéos que tu es capable de capter, des vidéos comportementales d'orignaux pendant le rut. Que ces vidéos-là sont captées pas où il y a des salines, à des endroits que tu as prédéterminés d'avance. Des endroits stratégiques. Stratégiques. Ouais. Parle-moi de ça. Ça, c'est rendu que. C'est rendu, je pense, que j'aime plus faire ça, mettre des caméras. Moi, j'appelle ça la chasse aux images. Je suis rendu que j'aime plus ça que chasser l'orignal. Ouais. J'adore, je trippe à chasser l'orignal. Mais c'est rendu que c'est mon dada. Là. J'adore ça. Je vais placer mes caméras, puis les gars, quand je guide le soir, ils disent, qu'est-ce que tu fais? J'écoute mes vidéos d'orignaux. Ah, mais t'es malade, couche-toi. Moi, j'écoute mes vidéos, là, j'ai revisionne 50 fois, puis là, j'essaie d'analyser toutes les bebelles. Mais pour revenir au sujet, ça a parti, là, c'est toute une histoire. Comment ça a parti, c'est que dans mon secteur, ben,
tout le monde qui me connaisse bien savent que je chasse au nord de Saint-Laurent, je chasse au lac Saint-Jean, c'est un habitat, c'est la forêt boréale, je vous dis, c'est composé majoritairement de résineux, là, épinette noire, on a du bouleau, du bouleau trempe, c'est pas mal nos essences pionnières, on s'entend, puis de l'épinette noire. L'épinette noire, on respire, puis il y en a. Puis, je me suis rendu compte que j'arrivais tout le temps dans des fonds de mousse, dans des fonds de savane, puis il y avait tout le temps des frottés puis des souilles là-dedans. Puis là, je voyais un secteur de même. Là, je prospectais un autre secteur. J'arrivais là. Je trouvais un autre secteur comme ça. Genre, c'est curieux. Là, je me disais, est-ce que c'est propre à mon secteur à moi? Puis, à un moment donné, en 2018, je vais guider un gars. Puis de l'épinette puis du sapin en grandeur dans la montagne, on arrive sur le top, c'est une belle savane avec des sauts et des frottés scrapés à grandeur. On a ramassé un 51 pouces et demi cet automne-là, justement d'ailleurs. Puis là, je fais un autre secteur le même automne. J'arrive dans la savane, plein de frottés partout. Je trouve en arrière de ça, dans l'épinette noire à grandeur, dans les plants de bleuets, je trouve des souilles. Je ramasse un 42 pouces là. Là, c'est au fil du temps comme ça, on dirait, je prends tout le temps les mêmes paramètres, puis là, je commence à étudier des secteurs comme ça. Mais là, je vais dans des forêts matures, je vais dans des forêts en régénération, puis là, j'analyse, je prends toujours les mêmes paramètres. Je prends un plateau, un site nourricier, je trouve un plateau à proximité avec un couvert plus humide, mouilleux, tout ça, qui a vraiment tous les bons critères, à peu près à 400 mètres et plus d'un chemin. Je m'en vais là, je rentre là, puis là, bang, je trouve des trails, puis des frottés, puis des souilles, puis ci, puis ça. Puis là, ça commence, ça fait ça. Puis là, ben, à un moment donné, ben, moi puis Jeff, on se connaît. Jeff Gauthier, mon collaborateur avec qui m'aide à fournir du contenu dans mes articles. Là, je parle avec, ils m'ont toutes ces images qu'il a ramassées. Ben, tabarouette, on se rend compte qu'on a encore les mêmes paramètres. On est encore dans un fond d'épinette noire. Il dit, hey, je comprends pas pourquoi les orignaux vont là. On a une grosse vasière, des souilles partout tout le tour, des frottés de panache à chaque automne, ça se ramasse là. Puis là, ben, je regarde ça, puis je me dis, ben non, on a tout le temps associé qu'un fond d'épinette, c'est juste bon pour un air de repos. Fait que là, je me suis dit, ben, rien, on va se mettre à mettre des caméras là-dedans, puis on va bien voir qu'est-ce qui se passe. Mais là, en se rendant compte, en étudiant ça, on s'est rendu compte que on a comme développé une stratégie, en fait, là, d'emplacement de caméras. Puis là, j'ai élargi ça dans plein de places. Là, je suis rendu même avec des caméras dans le Bas-Saint-Laurent. Dans le Bas-Saint-Laurent, évidemment, c'est plus des érablières ou soit du sapinage ou tout ça. J'ai pris les mêmes paramètres et je les ai adaptés, dans le fond, avec une forêt de sapin. Une forêt de sapin, c'est souvent des forêts plus mousseuses, de la terre noire. C'est toujours les mêmes paramètres. Fait que j'ai pris ces paramètres-là, je les ai transposés en ma tente. Là, j'ai chassé une zone qui avait une d'érablières à grandeur. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais aller me trouver dans ces érablières-là des secteurs qui sont plus avec des fonds mouilleux. Les érablières, vous le savez, là, il y a peut-être des places avec des fonds de boîte. C'est comme souvent une terre noire. Des trous de vase, puis... C'est ça, exactement. Puis là, ben, j'arrivais autour de ça, il y avait des souilles partout. Là, je me disais, ben, crème, c'est peut-être pas de l'épinette, mais encore une fois, c'est encore autour d'un fond vaseux, encore un fond humide avec de l'eau, tout ça. Fait que là, ben, au fil du temps, on a comme développé des stratégies. Puis là, ben, comment je place mes caméras? Je fais une petite révélation en soir, c'est que comment est-ce que moi je procède? C'est que ces secteurs-là, on les a souvent associés à des endroits frais. T'sais, mes lecteurs, ils viennent souvent m'écrire, les orignaux vont aller là quand il fait chaud, ils vont souvent aller là pour aller se coucher ou se rafraîchir. Mais moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que durant le route, là, les mâles, là, les grands mâles, ils vont souvent dans ces fonds-là pour, premièrement, se frotter. Les pertes de velours, c'est souvent dans ces genres de fonds-là. Là. Ils vont dans les épinettes ou dans le sapinage, peu importe, ils se frottent et ils perdent le velours. Mais c'est souvent l'épinette. Là. Ils se frottent et ils perdent leur velours là-dedans. Puis là, par la bande, à un moment donné, il y a des sauts qui se ramassent là-dedans. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je m'en vais cibler des convergences de sentiers. Là, il y a des gens qui me disent, c'est quoi une convergence de sentiers? Ben, c'est où il y a plusieurs sentiers qui mènent au même endroit. Ouais. Puis les orignaux, moi, je fais un parallèle un peu avec l'Alaska et les milieux ouverts. Les orignaux, dans les milieux ouverts, ils ont un contact visuel. Ils se voient sur des longues distances. Puis les gens ils disent l'orignal, il ne voit pas bien. Mais l'orignal, quand même, il voit. Là, il a un capteur, il voit très bien les mouvements, puis une certaine vue. Puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les convergences de sentiers où il y a tout le temps des souilles, c'est toujours dans les mêmes paramètres. Tu as un boisé plus dense. Puis là, tu arrives, à un moment donné, c'est un endroit un peu plus ouvert. Puis là, il y a plein de sentiers qui arrivent en même place. Puis là, il y a des souilles, puis il y a des frottés. Puis là, ben, je me suis dit, je vais mettre des caméras là-dedans. Puis pourquoi je les mets là-dedans? C'est parce que faut y aller logiquement. Là. Si je mets la caméra dans une trail, puis il y en a 6 qui arrivent en même place, je capte juste une trail. Et si je mets la caméra dans le point de convergence, tout ce qui agglomère à cet endroit-là, ben, j'ai pas mal plus de chances de les poser que si je mets ma caméra dans un sentier de passage. Fait que là, j'ai commencé à travailler de même. Jeff travaillait comme ça. Puis là, on faisait des essais de même. Puis on s'est rendu compte, ben, tabarouette, OK, là, ça marche. J'ai pris la même stratégie, je l'ai appliquée à ma tente. J'ai pris des trous
plus vaseux, des points d'eau. Puis là, je me suis rendu compte que les orignaux, à peu près à 80% du temps, ils vont même pas se coucher puis boire dans ces trous-là que j'ai ciblés, qui ont des signes de route autour. Ils vont là, puis c'est curieux. Ils s'en vont là, ils piétinent dans le trou de bouette, ils tournent en rond, ils boivent de l'eau, puis là, ils écoutent. Puis là, ils attendent là. Puis là, tu sais pas trop ce qui se passe. Des fois, une fois de temps en temps, il y a une femelle ou un mâle qui se couche, mais c'est vraiment rare dans ces trous-là. Là. Puis là, aussitôt que le rythme commence, là, il y a des ceux qui se passent un peu tout le tour. Puis c'est incroyable. Les orignaux vont tous boire là. Puis vous verrez la quantité d'actions qu'on ramasse sur nos caméras, c'est incroyable. Puis moi, c'est rendu que je cible souvent les mêmes critères, que je sois à Matane, que je sois dans la réserve faunique de Laurentides, que je sois au Lac-Saint-Jean. Puis ça me rapporte chaque année des belles images. C'est incroyable. Bien que pour un site, c'est quoi? Tu trouves à mettre quoi? 2 caméras, 3 caméras en moyenne? Si je pouvais en mettre 10, j'en mettrais 10 parce qu'à un moment donné, il faut que ça soit proportionnel à ce que, premièrement, ce que le secteur est capable de me fournir en images. Je ne mettrais pas 10 caméras dans un secteur que je sais que ça va être so-so. Mais il y a des secteurs que je mettrais probablement, comme là, on a un secteur à Jeff, là, que cette année, je vais y passer des caméras, on va mettre 10 cams là-dedans. Ça fait 2 années en ligne qu'on pose des accouplements dans le trou d'eau. Ça brasse, c'est incroyable. Fin septembre, ça rentre là-dedans, on entend crier des fois 3-4 directions différentes. Puis là, on n'est pas à Matane, on est dans une densité, dans ce secteur-là, de dernier inventaire, il est estimé environ à 6 orignaux du km². C'est moins de densité. Ils posent des orignaux là, c'est incroyable. Fait que moi, c'est ça. J'ai développé cette stratégie-là, convergence de sentiers, puis pas nécessairement juste dans des fonds humides. Si vous arrivez dans un secteur, puis vous voyez qu'il y a des souilles, puis tout ça, puis qu'il y a des agglomérations de sentiers, il y a souvent un endroit là, où ça se regroupe plus, là, les sentiers ou l'action. Ben, mettez des caméras dans ces secteurs-là. On y va toujours avec la probabilité de chance d'avoir des images. Mm-hmm. Si j'ai la chance d'avoir 2 vidéos, d'en avoir 20, j'aime bien mieux en avoir 20 que d'en avoir 2. C'est une question de logique. Ces convergences de sentiers-là, ils s'en vont justement dans un milieu qui est un petit peu plus ouvert. Fait que ça te permet de capter tes images. Un peu plus dégagé, exactement. Okay. Moi, ça ne m'est jamais arrivé d'arriver dans un secteur avec plein de souilles, que c'est tout cordé, les épinettes, là, ou c'est tout cordé le bois. C'est souvent un endroit, tu as un couvert forestier normal, là, mais à un moment donné, tu arrives à une place, c'est un peu plus dégagé, puis là, vous allez le voir, il y a plein de sentiers qui arrivent là-dedans. Ces secteurs-là, c'est souvent dans les mêmes paramètres. C'est souvent sur des plateaux. C'est des plateaux, c'est pas juste sur un top de montagne. Les gens, ils associent un plateau à un top de montagne. Mais un plateau, c'est une topographie planche. Ça peut être dans une coulée comme ça peut être sur un flanc de montagne avec justement un plateau. C'est vraiment d'observer les transitions. C'est tout le temps là-dedans que ça se passe. Si vous avez une zone alimentaire de qualité, ça peut être une coupe forestière, ça peut être une perturbation naturelle. Donc, un vieux chablis de plusieurs années, ça peut être la tordeuse d'épinette, ça peut être ça aussi également. Puis, ça va souvent créer là, des bonnes repousses de qualité. Puis, vous ciblez un plateau proche de ça. Ça va être souvent là, dans l'air, on associe ça dans une aire de repos. Ça va souvent dans des sapinières ou dans une forêt d'épinettes. C'est souvent là-dedans que je trouve mes signes de route, à proximité d'un site nourricier. Puis je suis les convergences de sentiers. J'arrive, tu sais, convergence de sentiers, c'est pas obligé d'être 10 sentiers à la même place. Si vous voyez qu'il y a 2 sentiers qui arrivent à la même place, on y va aussi proportionnel avec votre densité d'orignaux aussi. C'est ça, exact. Il faut être logique. Là. Je veux dire, j'ai un secteur à mon père où on a 4 orignaux au 10, c'est une densité correcte. J'ai jamais trouvé ça encore, 7 sentiers d'orignaux qui arrivent à la même place. J'en ai 2 qui arrivent à la même place, je suis content. Ce serait le Klondike. Ouais, c'est ça, exact. Quand tu parles de tes dénudés humides, est-ce que tu peux faire une corrélation que c'est peut-être des endroits qui sont moins prisés par les chasseurs, donc il y a moins d'odeur humaine, moins de pression dans ces secteurs-là qui ferait qu'ils s'en iraient là ou non? C'est pas... Je te pose la question, j'ai aucune idée de ce que tu vas me dire. Non, ben, je trouve ta question est intéressante. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui les apporte là. Il y a du monde qui vont dire, c'est à cause que le climat se réchauffe. Mais écoute, là, les automnes plus chauds, là, ça date pas de 2015 ou 2013. Des automnes chauds, il y en a eu bien avant ça. Moi, je pense vraiment qu'une question de préférence. Puis les mâles, on le voit, là, c'est tout le temps dans des fonds de terre noire. Là. Ils font leur seuil là-dedans. Je pense qu'il y a vraiment une question de préférence, mais maintenant, quels sont je pense qu'on ne le saura probablement jamais parce qu'on n'est pas dans leur tête. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a une question de préférence au niveau de la terre, puis probablement aussi peut-être au niveau de la conservation de l'odeur ou de l'amplification de l'odeur, ou je ne le sais pas. Mais moi, en tout cas, ça me fascine. Là. Il y a vraiment quelque chose de particulier.
Puis, je le réitère encore une fois, faut s'enlever de la tête que ces secteurs-là sont propices juste quand il fait chaud. Là. Il y a tellement de chasseurs qui m'écrivent ça dans mes commentaires. Là. Moi, ces secteurs-là, je les utilise même une journée qui fait 10 degrés là, en bonne période de chasse. Exemple, je suis le 18 septembre, c'est des secteurs, c'est des périodes propices aux souilles, c'est des périodes propices où ce que les mâles matures sont très réactifs, réactifs à provocation. Moi, ces secteurs-là où ce que je sais qu'il y a des signaux tonneaux, je vais toujours les exploiter, puis même c'est fait 10 degrés. Là. Je ne rentre pas nécessairement là à 7 h à 6 h le matin. Là. Je vais souvent commencer par les aires nourricières puis les transitions près de là. Puis vers 8-9 heures, je m'en vais dans ce secteur-là. Là. Mais il faut s'enlever de la tête, selon moi, que ça va juste là à 10 degrés. C'est pas vrai. J'ai tellement d'images qui le prouvent. Ça va là dans la nuit, ça va là à toute heure du jour. Oui, c'est ça. J'ai vu beaucoup de tes vidéos. Exact. Ouais. Depuis quelques années, tu utilises les drones un peu. Tu nous as fourni justement une ou deux vidéos là, qu'on va présenter. Là. Comment tu trouves ça, utiliser ça? Qu'est-ce que ça t'apporte de plus? C'est révolutionnaire pour moi dans ma façon de travailler. Puis révolutionnaire, pas pour localiser des orignaux, là, on s'entend. Pour localiser un bon habitat. Là. Ça, je tiens à rectifier là, parce qu'on a du monde qui pense que grâce à ça, les orignaux vont tous se faire tuer. Là. En passant, voir un orignal avec un drone, là, ça prend une méchante paire de yeux. Là. Je suis rendu à 7 de vue. Là. Mais je suis en tabarnouche, je suis m'enligné, puis je sais où aller, puis je roule à 10 km/h à 60 mètres, puis je suis dans des endroits vraiment précis, puis là, je finis par en voir un à un moment donné. J'en ai vu beaucoup après la chasse dans la neige, dans les bûchers, c'était fou raide, là. J'en voyais des fois à 1 km au loin. Là. Mais ceci étant dit, c'est vraiment, pour moi, c'est un outil de travail parce que je fais mes analyses de cartes. Puis mon analyse de cartes, en réalité, c'est basé sur des images aériennes. La seule différence, c'est qu'ils ont mis des codes, ils ont établi, on pourrait dire, pas des algorithmes, mais ils ont établi des systèmes de codage pour les types de forêts, la densité, la hauteur, etc. Puis moi, mon drone, ben, j'analyse ça, puis après ça, j'arrive là avec mon drone, puis je me dis, bon, je vais aller voir ça. Qu'est-ce que ce flanc de montagne-là, il dit? Qu'est-ce que ce top de montagne-là, il dit? Qu'est-ce que cette sapinière-là, pris en tordeuse, a dit? Est-ce que les arbres sont tous tombés? Qu'est-ce que ça me dit? Est-ce qu'il semble avoir de la repousse? Le bûcher, est-ce qu'il y a des belles transitions? Puis, moi, cette année, j'ai réussi à placer des camps à cause de ça. J'avais un marécage. J'arrive avec mon drone en haut du marécage. Bon, je dis où est-ce que je vais placer ma caméra? Fait que là, je suis le marécage. Je vois une belle grosse touffe de bois qu'ils ont laissée sur le bord du marécage. C'est bûché. Puis la grosse touffe de bois est direct sur le bord du marécage. Puis dans la jonction de la touffe de bois, il y a une belle écluse à castor. Puis là, par la morphologie du terrain, l'étang dans le bas, c'est vraiment une cuve. Okay. Hey, j'ai dit, ben oui, je mets ma caméra direct où l'écluse, pas sur l'écluse, mais direct dans l'embouchure de l'écluse qui pointe envers le marais. Hey, les orignaux, ils arrivent tous là. Ils sont tous sur le bord là, puis ils boivent tous de l'eau, puis ça joue dans l'eau, les veaux se courent après. Là, j'ai dit, ben, crime, OK, parfait. C'est révolutionnaire pour ça, parce que oui, vos cartes, ils vous montrent quelque chose. Mais le drone, la vue visuelle que vous avez du ciel, c'est quand tu connais en plus l'orignal, puis tu connais ses préférences de déplacement, c'est ben, tu as ta confirmation. Au lieu de marcher 4 heures pour aller voir quelque chose, ça doit être incroyable le temps que tu gagnes. Ah, c'est débile, gars. Je vais vous conter une anecdote. L'été passé, mois de juillet, je m'en vais prospecter avec un gars, je regarde les cartes, je dis au gars, c'est sûr à 100 000 % il y a de l'orignal là, on va trouver des sauts en haut, il va y avoir plein de trucs. Le gars, il dit, ah ouais, ben, je suis garanti à 100%. Flanc de montagne, vous mettez en contexte, flanc de montagne, du boulot 30, c'est vraiment au nord du lac Saint-Jean, c'est vraiment en haut, c'est à peu près à 1h30 de Dolbeau. C'est un habitat très nordique, tu sais, c'est typiquement, majoritairement de l'épinette à grandeur. J'avais ciblé un beau flanc de montagne avec du feuillu. Je me ferais environ 70-80 ans. Puis là, je dis au gars, en haut, ça va être incroyable. Je sais qu'il y avait ça, on va aller voir en drone. Mais là, en haut, c'est un dénudé sec. Vous mettez en contexte, je savais qu'il n'y avait pas trop d'arbres, mais à quel point, puis il fait à peu près 600 mètres en ligne droite, le dénudé sec sur le top en haut. Ça monte sur un méchant temps, tu sais, des lignes, là, les dénivelés, là, toutes cordées de même, là, on montait des fois s'accrochant après les arbres. Tu sais. Ça monte sur 1 kilomètre, là, de même tout le long. Fait que là, j'arrive en haut, vous auriez dû voir, j'étais avec le drone, là, je me perdais dans ce qu'il y avait des trails. Je pense que j'ai dû trouver 50 trails d'orignaux en haut. C'est un spot qui est probablement sur multidécennies que ça passe là. Là. Des boulevards, là, c'était tapé là, dans le lichen, là, pas le lichen, mais genre de mousse blanche, c'était tapé. Hey, je voyais les souilles, c'était quasiment une claque dans la face. Là. Des souilles, là, j'en voyais partout. J'arrive à une place, je vois une grosse vasière sur le bord d'une affaire d'épinette noire.
Hey, je dis au gars, hey, on a le jackpot, je savais en tabarnouche qu'il allait avoir des signes. Je redescends le drone, je resserre ça dans mon case, on part à pied, on s'en va là en haut, on trouve la vasière, on check tous les signes, confirmation des signes, je suis capable de voir vers à peu près quelle année que ça a été fait. La vasière, je m'en vais voir ça, c'est débile. Là. Cette année, je m'en vais mettre des caméras là. L'automne, l'été passé, je n'ai pas le temps d'y aller, mais cette année, je vais. Et justement, dans cette vasière-là, là, c'est débile. Là. Je pense que genre 10 trilles d'orignaux qui arrivent en même place. Là. C'est un capoté raide. Fait que cette année, je m'en vais mettre des cams là. Mais juste pour revenir au sujet du drone, c'est débile. Là, mais il ne faut pas que ça devienne un outil là, de lâcheté. Là. Avec mon drone, on va aller voir. S'il n'y a pas de signe, on ne va pas voir. C'est pas ça. C'est que vous allez voir, vous donner une idée. Il faut aller sur le terrain. Ce n'est pas le but de vous enlever des kilomètres de marche. Et c'est sûr que ça veut une place, puis vous voyez que c'est un chablé à grandeur. On s'entend que tu ne vas pas dépenser de l'énergie pour rien. C'est dans ta situation avec un drone, je pense que pour faire une prospection stratégique, tu as l'analyse de tes cartes. Après ça, ben, tu t'en vas sur le terrain, tu fais ton wrap-up avec ton drone, que c'est niaiseux, mais des fois, tu peux voir des petites aires ouvertes que sur une carte, malheureusement, tu ne la vois pas ou elle n'est pas assez définie. Oui. Ça. Exact. Puis après ça, ben, tu viens maximiser ton temps sur le terrain à marcher dans les endroits que tu as ciblés. Fait que tu sais, c'est niaiseux, mais tu vas gagner du temps, c'est garanti. Puis comme tu dis, l'effort à mettre sur le terrain à pied est nécessaire parce que ça va te permettre justement de confirmer ce que tu pensais avoir vu sur le drone. Puis je suis sûr que tu vas en voir encore plus. C'est niaiseux, mais t'es frotté. Tu les vois pas là, dans les airs avec ton avion, tu sais. Non. Non. Les frottés, tu les vois pas, puis les souilles, ben, tu les vois, mais moi, encore là, trouver une souille avec un drone, ça a 2 ans, des fois, ça peut être difficile. Ouais. Là, faut que ça soit un endroit ouvert, on s'entend. Un endroit fermé, une forêt avec un couvert moindrement dense, vous voyez rien. Fait que c'est complémentaire, puis comme tu viens de dire, Phil, ça fait un solide wrap-up, le drone. Puis je compte une anecdote là, là-dessus, là, pour finaliser l'aspect du drone. L'été passé, j'emmène un de mes chums de gars dans mon secteur. Puis en 16 minutes, j'ai couvert 10 km². J'ai tout été capable d'aller faire. Je suis tout allé montrer les caches de mes voisins. Je suis tout allé montrer les salines de mes voisins. Je suis tout allé montrer les installations. Moi, mes voisins, je sais toutes les trilles d'orignaux, ils arrivent de quelle barre dans ces salines. Je sais tout, ils arrivent à quelle place. Je sais tout. Puis je ne vais pas les déranger dans leurs installations l'été. Ils ne me voient pas. Moi, je vais juste voir d'en haut. OK, bon, le gars, il chasse là. Je n'irai pas le déranger. Tu sais, en même temps, c'est bon pour les voisins aussi. Là. Ils ne posent pas sur les caméras, tu ne vas pas dans leurs affaires. Puis en même temps, ben, tu sais le tour à où, tu sais comment ils sont installés, fait que tu ne vas pas les déranger. Fait que c'est un autre avantage. Je te fais d'accord. Hey, ça fait déjà 40 minutes qu'on parle, puis je sais que si on continue, on va parler 3 heures. Mais PA, on vient rien que de parler un peu de mise en situation de ton premier article que tu as fait. Tu en as fait une multitude depuis ce temps-là. Fait que c'est sûr qu'on va te réinviter une autre fois et probablement une autre fois au cours des prochains mois. On te remercie infiniment de ton temps. Puis encore, félicitations, c'est le fun. Ouais. Je suis le vieux, moi, à soir. Ouais. Je suis avec 2 jeunes passionnés, mais pas des 2 de pique pantoute, ni l'un ni l'autre. C'est rafraîchissant. Ça me fait plaisir de vous donner justement cette vitrine-là avec le magazine. Autrement dit, un jumelage d'expérience avec un vécu. Moi, on va dire, je vais te le dire, PA, là, moi, je me considère comme un chasseur. Je suis un chasseur de. Comment je pourrais dire ça? Donc, je suis pas aussi calé que toi. Moi, je suis vraiment pas impulsif, c'est. Voyons, je cherche le mot, t'as dit. Instinctif. D'instinct, exactement. C'est ça. Moi, je suis un corps. Amène-moi n'importe où, je vais te faire venir un orient sur le corps, j'ai pas de problème. Mais j'ai pas ce volet-là qui me fascine, que toi, tu as pris le temps. Probablement qu'à ton âge, on n'avait pas en tout, du tout, accès aux connaissances que tu as accès, mais tu bonifies, tu exploites au maximum. Je suis vraiment, vraiment impressionné de ça. Puis je suis content qu'on puisse en faire partager aux gens qui nous suivent, autant dans le magazine que dans nos podcasts. Sur les médias. Vraiment, chapeau. Vraiment impressionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'inviter. Merci beaucoup aussi pour la vitrine que tu offres aussi à moi puis Phil au travers des podcasts. C'est vraiment cool aussi d'avoir laissé une place à nous, les jeunes, aussi là-dedans, parce qu'on s'entend qu'évidemment, si on n'avait pas de vitrine ou de liberté, ou pas de liberté, mais on pourrait dire plus de liberté, là, que les places, pas les vieux, non, mais les personnes qui ont plus d'expérience, qui ont une certaine réputation d'établi, qui nous laisse la liberté de nous exprimer publiquement. Là, parce que des fois, c'est ça, on s'entend qu'on l'a souvent entendu, il y a souvent beaucoup d'histoires compliquées à la chasse. Puis
des fois de se faire, pas de se faire écraser, là, mais de se faire ignorer, ben, des fois, Ignorer ou ça mettre de permet côté, justement à des ouais. nouvelles idées d'être véhiculées. Là, fait que c'est ça. Ben, regarde, moi dire, t'as toute mon admiration, PA. On est Merci. excessivement fiers de t'avoir dans notre équipe. Puis lâche pas, puis on te réinvite pour une prochaine fois. Nous, on va conclure avec un petit volet, justement, au niveau des salines. Puis on s'en reprend la prochaine fois. Salut bien. Avec plaisir. Au Salut prochain PA, podcast. merci beaucoup, puis on Merci se reparle tout le monde. bientôt. Yes. Merci, bye. Yes. Bye. Je t'avais dit que c'était une Bible, une jeune Bible, là, mais toute une Bible, hein? Je suis vraiment content de te parler parce que pour vrai, PA, moi, comme je te le disais, je le connaissais avant 100%. Puis tu sais, on a comme grandi chacun de notre bord. Puis C'est là, ça. le domaine de la chasse fait qu'on retravaille encore ensemble à nouveau. Mais écoute, tu vois vraiment que c'est une bête de l'orignal. C'est là. une bête de l'orignal. Puis, ce que j'aime, c'est que tout ce qu'il apporte en connaissance, il y a des preuves à l'appui, il est capable de démontrer qu'il a effectué une analyse. Ça, pour vrai, je lève mon chapeau parce qu'il y a des heures de travail en arrière de ça pour Je vrai. voulais poser la question, là. Mais PA, là, faites-vous pas de cachette, là. Sa vie, c'est l'orignal, là. Ça se résume à ça, là. Il vit, il mange pour ça. C'est des semaines dans le bois, c'est incroyable le temps qui passe. Fait que, oui, il a peut-être rien que 27 ans, mais il a l'expérience. Il est rendu qu'il a plus d'expérience que moi, exemple. Tu sais, je veux dire, en analyse de territoire, je ne suis jamais rendu là. Je suis tout à fait d'accord. Je voulais pas que tu dises que tu étais d'accord pour ça. Hey, je voulais qu'on parle un petit volet. On a amené un bloc de sel, justement. Yes, il est dread tu sais, titre, il est gros en tabarnouche, il est un pesant, beau bloc ça blanc. lave, ouais. Tout ce que je voulais toucher, moi, au niveau des salines, Phil, c'est que ça fait longtemps que je suis dans le domaine. On se fait poser la question à chaque année, c'est quoi la couleur de bloc de sel que je dois utiliser? Tu sais, là. Puis, ça fait longtemps, on sait la réponse. La réponse, c'est les orignaux qui vont vous le dire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas compliqué. Moi, quand je fais une nouvelle saline, je vais mettre un blanc, un rouge, un bleu, s'il y a une autre couleur, n'importe quoi. Tu mets les trois couleurs principales, le blanc, C'est ça. le bleu, le rouge. Tu vas voir vers lesquels les orignaux vont s'aligner davantage, lesquels vont être lichés beaucoup plus rapidement. Fait que c'est ta première année qui va te coûter 3 blocs. Puis les années d'après, ben, tu mets les 2 couleurs préférées ou la seule couleur que tu vois que les orignaux qui a un meilleur rendement. Puis le tour est joué. C'est ça. Tout dépend du type de sol que vous avez, où vous allez chasser. C'est rien que ça qui va faire la différence. Puis les orignaux vont vous le dire, c'est pas compliqué. Exactement. Sauf qu'il y a un autre volet. Moi, il y a des années que j'ai été déçu de voir mes blocs de sel fondre. Ça n'avait pas de maudit bon sens. Je pense que toi, tu as un modèle de bloc de sel que vous avez moi, quand dans même le fond, testé pas mal. Là, ce qui dure plus longtemps. Ce qu'on a testé, puis Enrico, mon partenaire à boutique, il pourra en parler énormément longtemps. Les blocs Sifto, la marque Sifto, c'est sûr qu'on a remarqué que la recette de mélange et de pressage est la plus optimale pour qu'ils restent longtemps aux intempéries. Je dis pas que les autres sont pas bons, c'est juste que souvent vont se défaire beaucoup plus vite. Donc des fois, des endroits qu'on ira pas nécessairement souvent, mais on est mieux de mettre des blocs justement qui vont résister beaucoup plus longtemps à la pluie. Fait que moi, personnellement, je conseille vraiment les blocs Sifto de par leur résistance à la pluie, à l'eau. Puis quand, justement, c'est bien intéressant quand ton bloc est capable de passer l'hiver, puis qu'au printemps, avant même que toi, tu sois capable d'aller à tes salines, si ton bloc il a toffé, ben c'est intéressant aussi. Ben moi, personnellement, tu sais, j'ai pas de motoneige, puis je suis pas un gars qui va mettre les blocs durant l'hiver. Non. Moi, ce que je fais, bien souvent, c'est que rendu à la chasse, les blocs, je les laisse là. Fait que tu sais, c'est niaiseux, mais si des fois, le mois d'avril, que souvent c'est le mois qu'on va faire nos salines, s'il y a trop d'eau puis que je risque de rester calé en 4 roues, que c'est juste pas accessible, ben je sais au moins que j'ai mon bloc qui travaille encore pour moi. Puis plus tard en saison, mois de mai ou début juin, j'irai rajouter mes minéraux, un petit peu d'odeur si je veux vraiment faire un boost à ma saline, mais au moins je sais que mon bloc, il est encore là puis il travaille pour moi. Exactement. Fait que ça conclut le podcast, notre deuxième. Numéro 2. Numéro 2, c'est ça. Prochain podcast, c'est sûr que là, la chasse au dindon s'en vient. Ouais. On va se trouver un invité, un de nos collaborateurs, puis on va parler de chasse au dindon, puis après ça, on parle de chasse à l'ours. Yes. Ça fait que merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci tout le monde. Merci Louis. Merci PA d'avoir été présent. C'est vraiment bien apprécié. Je le rappelle encore une fois, la revue 100% Chasse-Pêche est complètement gratuite. Vous n'avez aucune raison de ne pas vous abonner. Donc, allez faire ça immédiatement. Vous abonner à la revue 100% Chasse-Pêche. Donc, c'est Phil. Et je vous dis un gros merci d'avoir été présent. Puis à la prochaine. À la prochaine, tout le monde.